Salut, nous sommes mardi 5 janvier et aujourd'hui, une lecture de Indice des Feux de Antoine Desjardins qui va paraître le 21 janvier aux éditions La Peuplade. Indice des Feux, c'est un projet littéraire très fort, un premier texte pour Antoine. Ça parle de beaucoup de choses et notamment de solastalgie, c'est-à-dire la prise de conscience et la manière dont les changements climatiques peuvent influer sur nos vies et nos imaginaires. Euh, je vais vous lire une série d'extraits issus du premier texte qui ouvre le livre. Naturellement, ça ne voudra pas grand-chose sur l'histoire. L'idée, c'est vraiment de laisser entendre la langue. Et puis l'histoire, vous la découvrirez si vous lisez l'ouvrage. On tombe, on part, un par un. Les damnés du 7e étage, les finis, les scraps, comme disait le gars d'à côté. Le grand slack qui faisait son brave pour impressionner les infirmières, avec son petit sourire arrogant, trop fier pour avouer qu'il avait peur de crever lui aussi. Ça, c'était avant qu'il prenne le chemin de la chambre isolée, des adieux, de la ligne plate du drap blanc, de la civière pied devant, des portes de métal avec leurs battements caoutchouteux de sacs Ziploc qui éclatent. Kevin, c'est un joueur de hockey dans le Bantam Bébé. Paraît qu'il avait le corps solide, des bonnes mains, une grosse shot pis du cœur au ventre. Sauf que ça change rien, rendu là. Cardio, pas cardio, tu finis toujours à même place. 10 jours après être arrivé ici, il a pris la même dérape que les autres avant lui. Il a supplié, gémi, dégueulé, dégueulé encore, jusqu'à la maigreur, braillé jusqu'à ce que les veines des yeux lui éclatent, que ses iris se noient dans le lait. C'est pour ça qu'on nous cache ici, dans l'aile centenaire, juste en dessous du toit, plus proche du ciel puis du paradis qui n'existe pas, puis auquel on essaie de croire, pareil. Plus loin des regards indiscrets, de l'inquiétude des familles qui entrent à l'hôpital pour la première fois, on fait pas chic-chic, on fait pas dans le flafla, les télétons, les grands sourires, puis des photos avec Youpi au 7e. Quand on nous monte ici, on sait tout de suite qu'on n'en ressortira plus. Dans le visage des médecins qui nous l'annoncent, des préposés qui nous roulent jusqu'à l'ascenseur en silence, du concierge qui passe la mop en faisant son possible pour pas nous regarder, des autres malades autour qui ont l'air d'être déjà morts, puis dans celui de leurs parents, dans toutes ces faces-là, même si personne n'ose le dire, c'est écrit noir sur blanc, c'est gravé jusqu'au sang. Ça finit là. Avant-hier, à la radio, j'ai appris que le Groenland, la grosse île de glace pas loin de l'Arctique, fond à une vitesse incroyable, inimaginable, inquiétante. Là-bas, il y a des icebergs gros comme des immeubles qui se détachent des côtes quasiment tous les jours, puis la banquise fond de l'intérieur. Il n'y a pas longtemps, des chercheurs ont découvert des rivières souterraines en descendant dans des crevasses de centaines de mètres de profondeur. Des fleuves cachés, invisibles depuis la surface, qui se jettent dans l'océan en cachette. Un peu comme au printemps quand la neige puis la slush commence à fondre, puis qu'on entend l'eau couler dans les égouts, même si on la voit pas passer, puis que la grille est recouverte par 2 pouces de glace. Vers la fin de l'entrevue, Monsieur Descaissons de l'Institut je sais pas trop quoi Berg au Danemark disait que quand le Groenland va avoir fini de fondre, il va faire monter les océans de 7 mètres. À lui tout seul. 7 mètres. Hostie, je suis tellement resté bête. Quand elle est passée dans ma chambre, j'ai demandé à Francine, c'était haut comment 7 mètres. Elle a dit, je dirais, admettons, 2, 3 étages de haut. Pourquoi tu demandes ça, mon homme? Je sais pas, juste de même. C'est peut-être la sensation de l'eau froide qui me coulait dans la gorge, ou ben rien qu'un hasard, mais en avalant mes médicaments, tantôt j'ai repensé au Groenland, à ses fleuves secrets, puis à ses 7 mètres d'eau glacée. Mon hamster s'est mis à spinner dans sa roue, j'ai essayé de me changer les idées, mais la roue continuait de tourner toute seule, je pouvais plus la freiner dans son élan. Les idées ont déboulé comme dans les vidéos où 2 kilomètres de dominos alignés dans un entrepôt tracent des formes fucking compliquées en tombant. Mon premier domino, c'était une image, une vision. Le Groenland qui fondait d'un seul coup, au grand complet. Je le voyais ramollir, s'écrouler, s'aplatir comme une crème glacée oubliée au soleil. Je regardais le Groenland liquéfié crisser le camp, se mêler à l'eau salée de l'océan. Du haut des airs, vraiment haut dans le ciel, comme si j'étais à bord d'un satellite. Son eau, turquoise et claire comme celle d'un iceberg qui se déversait dans l'Atlantique Nord, déclenchait une vague gigantesque qui s'élançait vers l'Amérique. La vague roulait vite, tellement vite, genre astronomiquement fucking vite. Elle rentrait dans le golfe du Saint-Laurent, décrissait 7 îles, la Malbaie, Québec, Trois-Rivières continuaient de remonter le fleuve, la bouche grande ouverte jusqu'à Montréal. Un tsunami monstrueux, une vague vivante animée par une volonté de tout détruire, choup, une bouchée. Bye bye Montréal.
Puis là, je sais plus, j'étais rendu à quel domino exactement, mais je voyais l'après, quand la vague serait repartie, après avoir bouffé l'Ontario, les Grands Lacs, puis le Manitoba, un coup parti. Je me suis dit que si on existait encore, on aurait beau essayer de s'enfuir par la métropolitaine, ça servirait plus à rien. Le tsunami du Groenland l'aurait ramassé solide l'autoroute 40, avec ses piliers en cure-dents mangés par le calcium. Les autres routes aussi seraient inondées, détruites, arrachées, les ponts tout pétés, effondrés. On serait une méchante gang à attendre que quelqu'un vienne nous chercher avant de crever de froid dans la flotte. Mais les secours, il n'y en aurait plus. Les policiers puis les pompiers seraient inondés, eux aussi, maganés ou morts noyés, ou juste en train d'essayer de sauver leur propre cul en premier. De toute façon, il n'y aurait jamais assez de bateaux pour embarquer tout le monde. Puis anyway, où est-ce qu'on pourrait bien aller? Faudrait se débrouiller tout seul. Peut-être qu'on aurait assez de force pour nous échapper de nos aquariums à garage double et nous laisser porter par le courant en faisant l'étoile. 2 ou 3 000 dominos plus tard, j'ai pensé fuck non, on n'aurait pas le choix. Faudrait se réfugier sur le Mont Royal, qui serait maintenant une île au milieu de la mer du Groenland. Sauf que rendu là, il y aurait beaucoup trop de monde pour une petite roche de même. Fait qu'on jouerait au roi de la montagne, mais pas pour le fun. On s'entretuerait pour s'extraire de la mare de déchets, pleine d'arbres arrachés, de fils électriques sectionnés, de grille-pains, de couteaux de cuisine, de morceaux de char explosés, d'ordinateurs en miettes, puis d'animaux noyés. D'écureuils, de coyotes, de corneilles, de ratons laveurs, de chapis de chiens, le poil aplati, le corps gonflé qui flotte sur le côté puis qui pue le cris. Rendu là, j'ai pensé qu'encore une fois, ça changerait rien. Que même si on réussissait à survivre un bout de même, sans électricité, sans lumière, puis sans chaleur, sans nourriture, puis sans eau potable, on ferait pas long feu. Dans le gigantesque marais de cadavres, les bactéries, les virus les plus dégueulasses se reproduiraient exponentiellement, avant de se répandre partout, dans l'eau, dans l'air, dans le vent, dans nos corps, avant d'infecter nos poumons, notre cœur, notre cerveau, notre sang. Ce serait pas long que la maladie nous ferait bouillir de l'intérieur. Sans faire ni une ni deux, le 5 000e domino est tombé, la chaîne a continué. J'ai pensé que si jamais, par miracle, une couple de durs à cuire, d'indestructibles descendants de colons de la Nouvelle-France réussissait à passer à travers tout ça, la fièvre, la bataille, le tétanos, la soif puis la faim, c'est l'hiver qui viendrait les achever. Leur linge tout trempe figerait sur leur peau pleine de bleu, de gales pis de trous, leurs mains noirciraient comme du vieux pain, puis s'étoufferaient avec leur morve. Ils finiraient par regretter de s'être débattus tout ce temps-là, par supplier la mort de finir la job. Mais elle viendrait pas tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche. Les derniers, les survivants ultimes, la peau grise, les lèvres bleues, le regard fixe d'un poisson mort qui flotte sur le côté dans une mer noire comme du charbon, maigres comme des squelettes vivants réchappés d'Auschwitz, je pourrais déjà les imaginer. Les entendre se plaindre, gémir, hurler de douleur, de fatigue, de peur que ça ne se termine jamais. Les voir souffrir, pleurer, se tordre, lutter pour respirer, se chier les organes un par un avant de mourir de froid tout seul dans un paysage lunaire. Le dernier domino tombé, ma vision apocalyptique s'est résorbée et j'ai réintégré ma chambre. Étourdi, j'avais l'impression d'avoir fait 500 tours de montagne russe back à back. Ça m'a pris du temps avant de retrouver mes repères, de réaliser que mes parents étaient rentrés à l'hôtel, que dehors la nuit était tombée. J'avais tellement grincé des dents durant mon cauchemar que ma mâchoire était raide de douleur. Mes gencives m'élançaient et mes molaires avaient l'air mûres pour tomber. Mes côtes étaient sur le bord de craquer, de s'affaisser sous la tension de mes muscles durcis de stress, comme les melons serrés par des centaines d'élastiques sur YouTube qui se creusent lentement par le milieu avant d'éclater comme des bombes en splashant de jus rouge à la grandeur des murs. Du reflux m'a déferlé dans la gorge et descendu, s'est donné un swing juste pour remonter plus fort puis me chatouiller l'aluette. L'acide pourri de ma bouffe digérée a éclaté derrière ma langue, une brise de fosse septique qui a débordé au printemps. J'ai attrapé mon petit bol en métal, contracté mon estomac et les muscles de mon cou, mais rien n'est sorti. J'ai reposé ma tête sur l'oreiller, le reflux est passé, le stress est retombé. De retour dans mon corps, mes draps humides, mon lit, dans la noirceur artificielle de ma chambre constellée de lumières clignotantes, des machines au souffle régulier. Dans la réalité qui pue le désinfectant pile à l'OS. J'ai failli me mettre à pleurer, mais j'ai pas eu le temps de me morfondre. Ma tête était pas dans le mood, elle avait pas fini de s'amuser, de jouer au yo-yo avec moi. Dehors, je veux dehors. Les nuages, la neige, le soleil. La lumière, la vraie lumière sur ma peau, le givre dans mes cils, le son de la glace écorchée quand on braque sec en patin, le froid qui me tire les muscles des sourcils, la chaleur pesante d'une canicule, le vert tendre des plantes au printemps, les fleurs de toutes les couleurs, les bruits des feuilles mortes qui raclent l'asphalte en automne, les branches de saule qui ressemblent à des mains tordues, l'odeur de boîte un peu salée du jardin après l'orage, les oiseaux, n'importe quels, même les pigeons déplumés, jouqués sur les fils électriques,
Les courses de rollerblade au bord de la rivière, les bateaux sur le fleuve, les lacs miroirs, les concours de ricochet, le camping, la forêt, les sous-bois pleins de champignons, l'odeur des cèdres qu'on vient de tailler. C'est weird, mais je suis tellement à bout que même la rumeur des chars puis les 8 roues qui passent sur l'autoroute me manquent. Ça fait 2 jours que je fouille ma mémoire, mais il n'y a rien à faire. Je me souviens plus de ce que ça goûte le vent. Faut que je sorte. Au plus cris, ici, dedans, vivre. C'est pareil comme mourir, mais en plus souffrant. No way que la mort c'est aussi suffocant. Un extrait bien joyeux, mais qui ne reflète pas l'intégralité du livre, qui accorde des moments de répit à son lecteur aussi. Merci